Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le chef de l'État Paul Biya est de retour au Cameroun depuis ce dimanche 23 octobre. Le président s'est exprimé après le drame ferroviaire qui a coûté la vie à plus de 70 personnes. Le président a d'ailleurs décrété une journée de deuil national en hommage aux victimes ce lundi 24 octobre. Le statut de Rome remis en question, le Burundi mais aussi l'Afrique du Sud sont les premiers pays du continent à quitter la CPI, la Cour pénale internationale. La retrait devrait être effective d'ici une année. Dialogue national au Gabon, l'ambition du président Ali Bongo se concrétise. L'idée de pourparlers inclusif séduit de plus en plus d'acteurs de la vie politique gabonaise. Première déclaration du président camerounais après l'accident ferroviaire DCK. Ce vendredi 21 octobre, le chef de l'État, Paul Biya, a écourté son séjour à l'étranger et est arrivé ce dimanche 23 octobre à Yaoundé. Il s'est exprimé dès sa descente d'avion. Écoutons-le. Avec une grande tristesse et une profonde émotion que j'ai appris la nouvelle de la catastrophe ferroviaire des environs des ECA le 21 octobre. Comme vous le savez, ce déraillement causait des dégâts matériels importants, de nombreux morts, de nombreux blessés. Ma pensée et mes premières paroles vont d'abord aux familles des victimes et aux blessés. Et je tiens à renouveler à leur intention toutes les condoléances, l'attristesse que je ressens. Aux blessés, je souhaite un rétablissement rapide. Face à cette catastrophe sans précédent dans notre pays, j'ai ordonné au gouvernement de prendre un certain nombre d'actions, un certain nombre de mesures. En particulier, j'ai prescrit une enquête approfondie pour établir les causes profondes de cet accident ou de cette drame. J'ai également prescrit que les formations hospitalières qui vont recevoir les blessés, les soins aux frais de l'État. J'ai également décidé que le 24 octobre serait déclaré jour de deuil national. Je crois que c'est la meilleure manière de souligner la solidarité entre toute la nation et les victimes de cette catastrophe. Je dois tout de même souligner que la réaction du gouvernement m'a paru assez positive, aussi bien du côté des ingénieurs qui ont rétabli tant bien que mal la circulation entre Yaoundé et Douala, que tous les autres services qui ont œuvré, le ministère des Transports, des Travaux publics pour transporter, fouiller, faire en sorte qu'on ait une vue claire de l'étendue de la catastrophe. Je crois que nous devons placer ce deuil national sous le signe de la ferveur patriotique, sous le signe de l'union des cœurs, pour qu'ensemble, on continue à relever les défis que l'avenir nous pose. En tout cas, je demande aux Camerounais, dans des circonstances comme celle-ci, de faire preuve de courage, de dynamisme et de volonté. Voilà.
L'heure est donc au recueillement. Au Cameroun, au moins 75 personnes sont décédées dans cet accident de train. Des cellules de crise ont été mises en place pour les familles des victimes alors que les secours sont à pied d'œuvre. La société ferroviaire Camrail tente de déterminer les causes de l'accident. Reportage de Viviane Baouken, notre correspondante au Cameroun. 2 jours après l'accident ferroviaire qui a causé la mort de plusieurs citoyens camerounais, les équipes sur le site du sinistre Ezeka continuent d'extraire les corps dans les épaves des wagons, ce qui tend donc à alourdir le bilan officiel qui se chiffre pour l'instant à plus de 70 morts. Face à l'incertitude qui prévaut, le décompte des victimes se fait à travers des commissions techniques mises en place. Il y a eu une commission d'enquête qui a été créée parce que ça va, c'est pas la peine de polémiquer en ce moment, de donner le nombre qui n'est pas un nombre exact. Il y a une commission qui a été désignée, il y a le préfet d'Ezeka qui est président d'une commission à Ezeka pour déterminer le nombre de morts sur Ezeka. Et ici à Yaoundé, il y a une commission qui s'occupe de ça, à Douala aussi. Donc nous ne voulons pas interférer les commissions d'enquête. S'agissant des raisons de l'incident, le flou persiste. Les avis non officiels divergent entre problèmes de freinage ou surcharge de la locomotive par l'addition de 8 wagons supplémentaires. Mais les autorités de Camrail rassurent, une enquête a été ouverte. Enquête à l'issue de laquelle la vérité sera établie sur les circonstances de l'accident. Nous avons pris la décision qu'on prend tout le temps quand il y a les rentrées scolaires ou les fêtes de fin d'année, ainsi de suite. Les jeux universitaires, nous prenons des dispositions pour moduler les voitures voyageurs. Ce n'est pas la première fois qu'on l'a fait. Et les gens disent plein de choses. Quand tu as une locomotive qui tire plus de 1200, 1300 tonnes, et l'ensemble de tous ces dispositifs aujourd'hui ne dépasse pas 650, 700 tonnes, nous pensons qu'il y a beaucoup de confusion. Mais en attendant, prise en charge par l'État et Camrail, les blessés sont en soins intensifs dans les hôpitaux des villes de Yaoundé, Douala et Ezeka. Le trafic ferroviaire entre Douala et Yaoundé devrait reprendre ce mardi. Le Burundi et l'Afrique du Sud sont les premiers pays du continent à matérialiser leur volonté de quitter la CPI, la Cour pénale internationale, une juridiction qu'ils qualifient de partielle puisque seuls des Africains y ont comparu depuis son institution. Le retrait de ces 2 pays accélérera peut-être le projet d'une Cour africaine de justice capable de juger elle-même les responsables des crimes les plus atroces. C'est un sujet dit de l'Ethmira Belbissou. Pour la première fois depuis la création en 2002 de la Cour pénale internationale, 2 pays africains ont annoncé leur volonté de rompre avec l'institution judiciaire. La page des départs s'ouvre avec le Burundi le 18 octobre, suivi de l'Afrique du Sud le 21 octobre 2016. Des retraits qui sont la manifestation du sentiment d'iniquité et d'impartialité de la juridiction pénale internationale vis-à-vis du continent africain. Je ne suis pas impressionné par la CPI qui est en train de devenir la CPA. La Cour pénale africaine. Je pense que les crimes commis au Kenya doivent être jugés mais n'atteignent pas le niveau de crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes de droit commun. L'Afrique prend ses responsabilités et cherche à punir ces crimes. Elle se tourne vers une institution qu'elle a contribué à mettre sur pied et dont aujourd'hui 33 pays africains sont membres. La CPI continuera à travailler pour les victimes. Ceux qui ne veulent pas être inculpés doivent cesser de commettre les crimes. Le régime du président Pierre Nkurunziza, depuis 1 an et demi, est indexé par les ONG de multiplier les exactions et les massacres au Burundi. Mais la pression s'est accrue le 20 septembre 2016 à la suite de la publication d'un rapport accablant sur la violation des droits de l'homme dans le pays. En ce qui concerne le départ de l'Afrique du Sud de l'institution judiciaire internationale, le ministre sud-africain de la Justice, Michael Massoutta, estime que la CPI entrave l'aptitude de l'Afrique du Sud à honorer ses obligations en matière de respect de l'immunité diplomatique. L'histoire remonte au refus d'arrêter il y a 1 an sur son territoire le président soudanais Omar El-Béchir, visé par un mandat d'arrêt pour génocide.
Il y a d'autres personnes qui pensent que la justice doit être appliquée au Kenya et dans les pays africains. Pour évoluer, les questions d'impunité, de justice et de bonne gouvernance doivent constituer le socle du développement de l'Afrique. La proposition en faveur du retrait des pays africains de la Cour pénale internationale faite par le président kenyan Uhuru Kenyatta a été adoptée à la fin du sommet de l'Union africaine en janvier 2016. Cette proposition kenyane repose sur le sentiment que la Cour pénale internationale cible notamment les dirigeants africains. Même si les débats sur une Cour pénale africaine prennent du sens, le début de solution serait certainement avec le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré et les chambres africaines extraordinaires. Au Gabon, l'idée du dialogue national inclusif proposé par le chef d'État Ali Bongo séduit de plus en plus. Associations et partis politiques se préparent activement pour ce grand rendez-vous. Reportage de notre correspondant Douglas Totoum. De nombreux partis politiques et associations de l'opposition et de la majorité se montrent favorables au dialogue national souhaité par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Du Parti socialiste-démocrate de Pierre Claver Maganga Moussavou à l'Union pour la Nouvelle République de Maître Louis Gaston Maïla, en passant par Démocratie Nouvelle de René Ndémézo-Obiang, ancien directeur de campagne de Jean Ping, l'opposition sera bel et bien représentée lors de ce rendez-vous très attendu. À raison de ce qui précède, le parti par l'instance statutaire qu'est le Bureau national, réuni solennellement ce vendredi 21 octobre 2016, prend officiellement position en faveur de la participation de Démocratie Nouvelle au dialogue politique national et donne mandat au président du parti de conduire notre délégation à cet important forum. La société civile entend également participer à ce dialogue national. C'est le cas entre autres du mouvement Orange de Jean-Christian Manfoubi et de Tendance à venir de Pascal Ouani Ambouroué. Ces différentes associations entendent défendre les droits des citoyens. Nous constatons que le chef de l'État lui-même actuellement a dit qu'aucune question ne sera tabou lors de ce dialogue. Ça veut donc dire qu'il n'a pas de problème, lui, à parler de ces questions-là. Mais nous, en tant qu'association, nous voulons interpeller la classe politique à ne pas simplement nous amener dans un dialogue politique, mais davantage, nous voulons aussi que ce dialogue intègre des questions sociales, intègre des questions économiques, intègre des questions de socialisation de la jeunesse, n'est-ce pas? Parce que cette jeunesse-là, elle est frappée par le chômage, elle veut se développer. Il n'y a pas que des politiques dans le sens d'arrondir les angles entre l'opposition et la majorité, mais nous voulons aussi que de ce dialogue, n'est-ce pas, soit mis en place des politiques publiques. Au moment où le débat politique s'enlise dans des considérations personnelles selon les spécialistes, le dialogue national inclusif souhaité par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, permettra de réconcilier les Gabonais. Cependant, si beaucoup sont déjà favorables au dialogue, il n'en demeure pas moins que certains se montrent encore réfractaires et d'autres le conditionnent à un arbitrage extérieur. Et sachez que le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé ce dimanche en Tanzanie dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'Est, une tournée qu'il a déjà menée au Rwanda. La Tanzanie et le Maroc devraient au cours de cette visite officielle signer environ 18 accords de partenariat. Une visite économique donc, mais aussi diplomatique. Le royaume est en quête de soutien. Il a en effet demandé sa réintégration au sein de l'Union africaine. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.